Bonsoir et bienvenue sur la philosophie de combat, 17e vidéo consacrée à la dialectique qui est cette fois-ci une approche historique de ce qu'est la dialectique. Je vais essayer dans cette vidéo de faire l'histoire de la dialectique pour essayer de comprendre que c'est compliqué de parler de dialectique ou de dire ce qu'est la dialectique puisque ça a été différent avec le temps et on va essayer d'avoir une approche très historique pour essayer de savoir d'où ça vient et qu'est-ce que c'est devenu. Alors pour remonter au début de la dialectique, je vais vous parler d'Athènes et de la création d'Athènes. Donc Athènes est fondée en 750 avant Jésus-Christ. Athènes est d'origine une ville naturellement fortifiée. Vous avez notamment l'acropole, acropole qui veut dire une ville haute ou un fort. C'est très important dans l'Antiquité de savoir que les cités qui ont le mieux survécu étaient celles qui étaient tout simplement le plus simple à défendre. Et aussi, Athènes avait un port important qui a changé une fois et qui est devenu le Pirée. Avec les années, Athènes devient de plus en plus importante, devient une des plus importantes cités de la Grèce antique, avec d'autres cités comme Sparte, Corinthe et Thèbes. Se met en place une classe sociale, la noblesse athénienne, avec ses guerres internes pour le pouvoir. La place d'Athènes lui donne un avantage militaire et économique, le commerce se développe et la colonisation de la région commence. Donc pourquoi est-ce qu'il a un pouvoir militaire? Parce que c'est une ville facile à défendre, et économique parce que c'est en même temps un port. Et donc quand vous associez les qualités militaires ou de défense et vous avez aussi une facilité d'avoir du commerce sur toute la mer d'Égée, c'est beaucoup plus facile de tenir une cité dans le temps. Et quand vous avez une cité qui est stable dans le temps, eh bien dans l'époque de l'Antiquité, tout le monde voulait vivre à Athènes en quelque sorte. Au VIe siècle, la monnaie commence à faire son apparition, facilitant les échanges entre les cités et ruinant les paysans athéniens qui ne peuvent pas soutenir la concurrence des cités grecques plus fertiles. Donc comme la cité grecque va bien, Athènes va bien, eh bien elle colonise. Et d'ailleurs tout le monde grec essaie de coloniser en gros toute la mer Égée de la Turquie jusqu'à Marseille en gros, jusqu'à Nice. Et ils ont aussi colonisé beaucoup l'Italie. Et bien sûr, dans ces colonies, il y en a qui étaient plus fertiles que Athènes. Donc forcément, quand le transport des marchandises est facilité, eh bien vous ne pouvez pas rentrer en concurrence avec ces nouvelles colonies. Beaucoup de paysans tombent en esclavage pour dette et beaucoup de mécontentement arrivent dans la cité. Alors le mécontentement du peuple est dangereux pour plusieurs raisons. Pour des raisons qui vont vous paraître un peu cruelles, mais c'est ça la réalité. Comme disait notre Voltaire national, à l'égard du peuple, il sera toujours sot et barbare, parlant du peuple, et plus loin il dit, ce sont des bœufs auxquels il faut un joug, un aiguillon et du foin. Donc on sait que, malheureusement on sait où on a dit que le peuple était souvent très bête, chacun jugera de comme il veut. Et puis Talleyrand, qui était un ministre de Napoléon, disait « agiter le peuple avant de s'en servir ». Donc qu'est-ce qui se passe? Les nobles qui règnent sur Athènes, ils ont un peuple mécontent à côté d'eux. Ils vont bien sûr pas les aider. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils utilisent la misère du peuple pour recruter des mercenaires et former et fomenter des soulèvements, ce qu'on a pu appeler en France des jacqueries. Et ces troubles sont utilisés pour nuire aux intérêts économiques des autres familles nobles, etc. Ce qui engendre plus de troubles. Donc comme il y a des gens qui meurent de faim, qui sont en esclavage pour dette, on peut en faire ce qu'on veut, et on va les utiliser pour essayer de détruire les intérêts économiques de nos rivaux. C'est pour ça que dans une cité qui se prétend stable, on peut utiliser le peuple pour tout et n'importe quoi. Eh bien, ça va déstabiliser la cité et on se retrouve face à un dilemme qui est le suivant. C'est qu'en même temps, on veut de la richesse et du pouvoir, mais de l'autre, ce richesse et ce pouvoir est basé autant sur la situation stratégique militaire d'Athènes, mais aussi sur la stabilité du peuple athénien. Or, ce peuple athénien est facilement soulevable, en colère, il y a un esclavage pour dette. Donc, si vous voulez, vous êtes en train de saper les fondations qui sont la stabilité de la cité grecque sur lesquelles vous êtes assises pour faire du commerce, en justement n'ayant un peuple mécontent. Alors les premiers efforts pour résoudre les problèmes politiques sont mis en place par un certain Dracon en moins 1621, et Dracon, c'est cette personne que nous vient l'adjectif draconien, et donc des mesures draconiennes, donc c'est des lois très dures. Le vol, par exemple, est puni de mort.
et des choses qui nous paraissent pas si graves que ça sont très 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 sévèrement punies. Et donc, si vous voulez, la première phase du règlement des troubles à Athènes a été faite par la violence, le pouvoir coercitif de la cité. Donc c'est de la répression clairement. Et alors ceci étant dit, il faut quand même un peu contrebalancer ce que je suis en train de dire. C'était dur, mais au moins il y avait une chose qui avait été faite avec Dracon, c'est que le droit avait commencé à être écrit. Et donc il échappe au pouvoir des puissants qui avant donnaient le droit oralement. Donc le droit de vie ou de mort était avant entre guillemets oral. Et maintenant il est tout aussi dur qu'avant, voire plus, mais il est écrit. C'est déjà un pas en avant, même si c'est un pas en avant vers la répression. Alors on a commencé à trouver des solutions un peu plus humaines ou un peu plus menant vers la stabilité, parce que plus de violence ne résout pas les problèmes des gens qui meurent de faim ou ce genre de choses, ou qui sont en esclavage pour dette. Surtout que si on vous dit vous êtes un citoyen libre et vous êtes en esclavage pour dette, bah, ça va pas très bien. Donc de Solon, de moins 494 à moins 493, met en place ce qu'on appelle une démocratie. Donc c'est le pouvoir des citoyens libres. Donc c'est pas le pouvoir des esclaves, c'est pas le pouvoir des femmes, c'est pas le pouvoir des enfants, mais c'est déjà la première démocratie qui a jamais été créée, c'est le pouvoir des citoyens. Alors faites très attention, j'ai déjà pu le dire sous le mot démocratie, ça veut dire le pouvoir des citoyens et pas le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que démos kratos, démos ça veut bien dire peuple en grec, mais peuple dans un sens politique. Donc ça veut bien désigner le citoyen. Sinon on a un autre mot en grec pour dire peuple, c'est laos. Comme Laos, c'est ce qui a donné le prénom Nicolas, par exemple. Nicolas, vous avez une déesse grecque qui s'appelle, c'est grec, ouais, Athéna, et le vrai nom c'est Athéna Niké, et Niké ça veut dire victorieux ou victoire, et en fait le prénom Nicolas c'est Niké Laos, c'est-à-dire la victoire du peuple. Mais le peuple non pas pris comme une bande de citoyens, mais comme une masse de gens habitant un certain endroit. Et donc la démocratie, attention, c'est bien le pouvoir du peuple. Et c'est pas une laocratie, c'est le pouvoir des gens qui habitent à l'endroit où ils habitent. Donc, Solon, en 493, interdit l'esclavage pour dette, et il divise la société en 4 parties, les aristocrates, les jérémoïs, la classe populaire et les esclaves. Alors les aristocrates, c'est les gens les plus riches et les plus puissants. Les jérémoïs, c'est souvent tous ceux qui sont enrichis, la petite bourgeoisie qui a réussi à s'enrichir grâce au commerce de la ville d'Athènes, notamment des potiers qui se sont beaucoup enrichis, et ils ont pu commencer à s'acheter des armes et à pouvoir faire le service militaire, à défendre la cité. Donc ça leur a aussi donné un pouvoir quelque part. Et puis les classes populaires, donc ça peut être tout le monde, mais qui est encore libre, et puis les esclaves. Les 3 premières classes obtiennent des droits politiques dont l'importance est en fonction de leurs revenus. Donc la première démocratie est quand même très censitaire. Tout le monde peut prendre part aux décisions de la cité, mais l'importance que vous avez dans la prise de ces décisions va dépendre de vos revenus quand même. Ensuite, mise en place d'un tribunal ouvert à tous, qui s'appelle l'ailier, où tout le monde peut porter plainte contre un citoyen qui ne respecte pas la loi. Donc tout le monde peut porter plainte contre tout le monde, et c'est populaire. Donc c'est déjà une belle avancée par rapport à avant où, en gros, si t'étais pas content, bah, on te tuait. C'est moins draconien, c'est plus solonien. C'est un bon début, hein. Je veux dire, faut se dire qu'à l'époque, personne ne faisait mieux par rapport à nos systèmes actuels, c'est-à-dire qu'on juge la politique d'Athènes par rapport à notre système actuel. Si on avait été en monarchie, on aurait sans doute dit que bah, les Athéniens n'étaient pas très bien organisés. Or aujourd'hui on est en démocratie et on trouve que finalement bah, c'était quand même une belle réussite, surtout pour l'époque. Alors presque 100 ans plus tard, hein, en moins 508, Clisthène met en place la démocratie par tirage au sort. Ça, c'est ce qui intéresse beaucoup un certain Étienne Chouard en ce moment. Si vous voulez regarder ses conférences, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on a appelé la stococratie. C'est-à-dire que vous participez à la cité grecque d'Athènes, à ces décisions politiques, aléatoirement. C'est tiré au sort. C'est-à-dire qu'on avait un système pour tirer au sort
les gens, ils allaient prendre une place. Demain, moi, je suis commissaire. Après-demain, je suis rien du tout. Et puis le jour d'après, je suis juge, et ainsi de suite. C'était ce qui semblait aux Athéniens en moins 508, ce qu'il y avait de plus juste, parce que si vous regardez les conférences d'Étienne Chouard, vous comprenez qu'en fait, dans l'idée de justice en politique est déjà très compliquée, mais qui prend le pouvoir, pourquoi faire, quand est-ce qu'il va partir du pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire s'il gère mal l'État ou la nation ou la cité grecque, etc. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que le mieux c'était encore de faire tirage au sort, sachant qu'à l'époque il y avait qu'est-ce qu'on faisait avec ceux qui prenaient trop de pouvoir? Eh bien, on les chassait de la cité. Il faut bien s'imaginer qu'au temps d'Athènes, votre réussite économique, matérielle, sociale, etc. dépendait beaucoup de la cité de laquelle vous veniez. Aujourd'hui, on pourrait dire dépend beaucoup de la nation de laquelle vous venez. Et donc, l'idée, c'est quand vous prenez trop de pouvoir, vous mettez en danger la cité entière. Et comme si vous avez bien compris ce que j'ai dit quand j'ai parlé de l'hubris, eh bien, en fait, vous êtes dans un système où vous n'allez pas punir la personne qui commet l'hubris ou qui met le péché d'orgueil ou qui prend trop de place dans la cité. Vous n'allez pas le punir, vous allez le chasser. Sachant que cette punition est peut-être pire parce que le monde autour et à l'extérieur plutôt de la cité d'Athènes est un monde sans loi, alors que la cité d'Athènes est un monde avec des lois, donc avec un peu de justice. Et finalement, vous aviez plus de chances de vous en sortir ou de bien réussir dans la vie en restant dans votre cité d'origine, en l'occurrence Athènes, qu'en étant chassé. Et pourquoi est-ce qu'on chassait les gens et qu'on les tuait pas quand ils prenaient trop de pouvoir? Tout simplement parce qu'on estimait que la punition devait être collective. C'est-à-dire qu'un homme qui prenait trop de pouvoir n'était pas mauvais parce qu'il prenait trop de pouvoir, il était mauvais parce qu'on vit dans une cité dans laquelle cet homme puisse avoir trop de pouvoir. Donc c'est de notre faute aussi si un homme ou un tyran devient tyran, c'est de notre faute tout simplement parce qu'on l'a laissé avoir trop de pouvoir. Et donc, pour éviter de dire c'est la faute de cette personne, on dit c'est notre faute à nous. Et pour nous excuser, on va te chasser de la cité, comme ça, voilà. Donc c'était un peu la logique. C'était pas, on n'était pas, on ne mettait pas la faute sur une personne, on mettait la faute sur un ensemble. La responsabilité étant collective, on n'employait pas des mesures qui visaient à punir une personne. En 490, la cité d'Athènes a différents alliés et en fait il faut savoir que c'est des périodes qui mettent beaucoup en avant, surtout avec la démocratie au tirage au sort. La cité a commencé à mettre en avant l'idéal du soldat citoyen. C'est un peu comme dans la démocratie suisse, c'est-à-dire que chaque citoyen suisse est en même temps un citoyen normal qui fait des affaires, qui mange, qui boit, etc., mais aussi qui est soldat. Et dans la cité des Grecs d'Athènes de l'époque, c'était la même chose. Vous étiez citoyen d'Athènes, vous participiez à la politique de la cité, mais vous étiez aussi soldat. Donc si la cité était en guerre, donc on estimait que tout le monde avait pris part à cette décision puisqu'elle avait été votée, et comme elle a été votée, choisie au sort, enfin on avait pris le maximum de précautions, si la cité rentrait en guerre contre une autre cité ou contre les Perses, on va le voir, eh bien toute la cité voulait justement rentrer en guerre contre les Perses, etc. Et donc si tout le monde ou l'ensemble ou démocratiquement on était arrivé à dire que la cité doit rentrer en guerre contre tel autre ou tel autre, eh bien tout le monde devait participer à cette guerre. Donc mise en valeur du soldat citoyen. Et d'ailleurs, ce soldat citoyen s'est bien battu en justement 490 à la bataille de Marathon, quand il a repoussé les Perses sur les terres et sur la plage. Ensuite, 10 ans plus tard, les Perses ne sont pas contents. Alors ils vont revenir. Et en fait, ils vont se faire battre à une bataille qui s'appelle la bataille de Salamine. Alors en gros, les Perses gagnent toutes les batailles. Et puis, il leur arrive un sale truc, c'est qu'ils se font... alors déjà, ils ont subi des lourdes pertes à cause d'une tempête. Mais bon, passons. Le gros de l'armée perse arrive sur Athènes et les citoyens d'Athènes s'enfuient de la ville. Et en gros, ils sont enfuis de la ville et ils ont fait croire aux Perses qu'ils allaient continuer à s'enfuir et que si les Perses partaient allaient les chasser,
partaient à leur chasse, justement, ils allaient les rattraper et tous les massacrer. Et ils se sont engouffrés justement dans un petit détroit qui s'appelle justement à Salamine, et où leur nombre justement ne faisait plus effet puisqu'ils étaient un peu coincés dans ce, je sais pas comment on dit, mais en gros c'est une étendue d'eau, c'est une mer entre une île et la terre, et donc la portion de mer navigable se réduisant, les soldats de l'armée grecque les ont attendus à ce niveau-là, et les ont massacrés, tout simplement parce que les Perses étaient trop nombreux, ils ne pouvaient pas naviguer, ils se sont fait détruire par l'armée grecque, et donc victoire des Grecs sur les Perses. Savoir que la Grèce c'est tout petit, c'est il y a des grosses villes, hein, il y a Athènes, Corinthe, Thèbes, Sparte notamment, et puis c'est tout petit, hein, le Péloponnèse, et puis l'Attique, c'est vraiment minuscule, et puis vous avez l'empire perse qui est un empire qui va de la Turquie jusqu'à l'Inde. Donc c'est un empire immense avec des pouvoirs, un pouvoir immense et justement une armée immense. Et elle se fait battre à Salamine par les Grecs, par une ruse des Grecs. Ensuite, ils se font massacrer sur la terre à la bataille de Platée en 479, où là tous les citoyens grecs, athéniens, et Sparte, se sont battus ils ont réussi à réunir 110 000 hommes, et ils ont massacré les Perses à cette bataille de Platée. Et justement à cette époque, 479, vous notez bien la mise en place, comment se mettre en place dans l'esprit des Grecs quelque chose qui va pas durer longtemps mais qui est assez intéressant, qui est l'idée du panhellénisme, c'est-à-dire l'idée que les peuples grecs pourraient s'unir, non pas cité par cité ou cité contre cité, mais pourraient s'unir dans une nation grecque. Hein, c'est quelque chose qui a commencé à se nourrir, à germer dans la Grèce antique, puisque vous aviez deux grosses cités qui étaient Athènes et l'autre c'était Sparte, et au lieu de se faire la guerre entre eux, ils pouvaient aussi s'unir et s'allier euh, dans justement l'esprit des frères, l'esprit du frère d'armes, du citoyen soldat, et l'esprit justement de la grandeur des peuples grecs quand ils sont réunis. Continuer sur la démocratie grecque, en 451, Périclès met en place ce qu'on appelle le mistos, et le mistos c'est un salaire donné en échange de la participation à la vie publique de la cité. Donc quand vous alliez en réunion, en assemblée, quand vous étiez payé pour justement, si vous étiez un pauvre paysan, vous étiez aussi payé pour participer à la vie de la cité, et ce qui permettait à tout le monde de participer indépendamment de son revenu. Donc on voit bien un peu comment le monde grec était en 451. Et dans ce même temps naît un certain Zénon d'Élée, qui a vécu de 480 à 420. Donc lui, il a dû naître comme un jeune grec dans justement cette idée du panhellénisme. Ce panhellénisme, c'est comme le panarabisme ou le panafricanisme, hein, c'est l'idée que par exemple tous les noirs sont frères entre eux indépendamment de quelle nation ou de quel endroit ils viennent de la planète. Le panarabisme, c'est l'idée que tous les arabes sont frères, ou tous les musulmans sont frères indépendamment de quelle nation ou de quelle origine ils viennent. Et puis, alors, il y aurait pas la même chose pour le pan-occidentalisme. Ça serait l'idée que tous les blancs sont unis et frères, indépendamment qu'ils soient anglais, allemands ou français. C'est un peu cette idée de communion universelle sur une base qui serait là le fait d'être grec, par exemple. Mais il faut savoir que bon, malheureusement, la cité d'Athènes était tellement différente de la cité de Sparte, que ça n'a pas été vraiment possible qu'ils deviennent frères d'armes très longtemps, malheureusement. Donc Zénon d'Élée de 480 à 420, et c'est l'inventeur de la dialectique. C'est un exercice proposant l'opposition de thèses pour tenter d'approcher la vérité. Et pourquoi je vous ai parlé de la démocratie grecque? Tout simplement parce que en fait, quand n'importe qui est capable d'occuper des fonctions, est capable d'occuper des fonctions, ou justement n'importe qui est capable de finir par prendre des décisions importantes pour la vie de la cité, il faut qu'il ait une méthode simple et pratique de raisonnement pour pouvoir peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et ça s'appelle justement la dialectique, exercice proposant l'opposition de thèses pour tenter d'approcher la vérité.
Savoir j'en finis là sur la démocratie athénienne, savoir qu'en 421, je crois qu'il y a eu la guerre du Péloponnèse qui a justement opposé Sparte et Athènes. Athènes a fini par se faire exploser par Sparte. Et puis finalement, les Spartiates sont ressortis de la guerre plus affaiblis. Ça s'appelle une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire qui coûte plus que ce qu'elle ne rapporte. Et finalement, les Spartiates se sont fait éclater par les Thébains au désastre qui s'appelle le désastre de Leuctre. J'ai plus la date, mais en gros, le monde grec était à son apogée justement en 479 à la bataille de Platée, et il était mis sous la tutelle de l'Empire macédonien en 338 avant Jésus-Christ à la bataille de Chéronée, une bataille où Philippe II a explosé les Athéniens, euh, tout simplement avec sa stratégie militaire. Donc finalement, le monde grec n'est pas mort d'avoir trop lu de livres ou d'avoir trop créé de philosophes. Le monde grec est mort par une bataille pour avoir perdu une bataille, et surtout pour s'être divisé entre eux. Bien retenir l'idée de division. Hein. Mais revenons un peu plus à la philosophie. Alors l'exercice proposant l'opposition de thèse pour tenter d'approcher la vérité, c'est Zénon d'Élée. Alors, il y a toute la littérature de Platon, notamment quand il parle de Socrate. Socrate utilise quelque chose qui s'appelle la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits. Et quand on veut faire accoucher un esprit, comment il s'y prend Socrate? Eh bien, il vous pose une question. Il vous voit dans la rue, il se balade, il est en train de manger des olives, il rigole avec des copains et tout. Il vous pose une question, n'importe laquelle, et puis vous y répondez pendant ça dans les textes de Platon. Alors Socrate n'a rien écrit, c'est Platon qui a tout écrit pour lui, parce que Socrate faisait essentiellement un enseignement oral. C'est pour ça qu'on appelait les premiers philosophes des péripatéticiens, c'est-à-dire des gens qui parlent en marchant. Et donc l'enseignement oral était fait en marchant, donc on marchait et puis on discutait. C'était comme ça que c'était enseigné la philosophie à l'époque. Et c'était comment aussi comme ça qu'on était enseigné la philosophie aux gens, indépendamment, quand ils se baladaient dans la rue, on les croisait, on leur disait salut, ça va, qu'est-ce que tu penses de machin. Et il y a énormément de textes de Platon où ça commence toujours comme ça, une rencontre entre Socrate et quelqu'un, et puis il le fait parler un peu, et puis il le montre toutes ces contradictions. Alors ça marche quasiment comme ça dans quasiment presque tous les dialogues de Platon, ça commence toujours comme ça. Et, euh, et donc la maïeutique, on pose des questions, on obtient des réponses, et on va montrer que ces réponses sont fausses. Et puis on s'arrête pas là, puisque souvent Socrate explique pourquoi le raisonnement est faux, et puis il continue encore sur 150 pages à expliquer pourquoi, etc. Mais c'est intéressant, il faut lire du Platon. Il y a beaucoup de textes. Moi j'aime bien par exemple le Criton de Platon. J'adore ce texte parce qu'en fait c'est un texte où, euh, où Criton, Socrate est condamné à mort, et Criton c'est un ami à lui qui est riche et qui lui dit écoute Socrate, si tu veux on peut te sortir de prison, il n'y a pas de problème. Et voilà, on s'est arrangé avec les gardes, on a une somme d'argent, on a réuni, tout le monde a payé, vas-y, si tu veux, on te fait sortir, on t'amène à Corinthe, tu risques rien, etc. Et, et Socrate commence à leur tenir un discours vraiment émouvant sur l'idée tout simplement qu'il faut respecter la loi. Et alors il commençait à dire si j'étais la loi, si la loi, je pouvais discuter avec elle, elle me dirait voilà, mais t'étais bien content quand je te protégeais, quand t'étais petit, quand je t'ai enseigné, quand tu allais à l'école, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça pour toi. Et puis maintenant que la loi se retourne contre moi, eh bien, j'ai qu'une seule envie, c'est de pas la respecter. C'est-à-dire quand elle était de mon côté, bah, je l'aimais bien la loi, et puis quand elle est plus de mon côté, je l'aime moins. Et puis justement, il dit bah voilà, je pense à ce que dirait la loi si elle me voyait partir dans une autre cité. Voilà, si je vis à Athènes, il faut que j'accepte la loi de la cité d'Athènes, etc., etc. Superbe texte, superbe rhétorique de Socrate. Pour Platon, la dialectique, c'est la vérité elle-même, ce qui est à mon avis une erreur de penser ça, c'est-à-dire que ça permet d'approcher de la vérité, la dialectique, mais pas justement de la toucher. Mais pour lui, Platon, justement, la vérité elle-même, justement, faut voir comment il travaille la logique, surtout dans la République de Platon. On peut imaginer que, effectivement, pour lui, la dialectique, c'est un ensemble qui est la vérité elle-même. Euh,
Ensuite, Aristote, pour Aristote, disciple de Platon, c'est vraiment qu'une méthode de raisonnement parmi d'autres. Lui, ce qui intéresse Aristote, c'est surtout l'idée de cause et de conséquence. Et donc, il y a d'autres méthodes que la dialectique pour arriver à la vérité ou tendre vers la logique. Donc ces méthodes sont par exemple un raisonnement par syllogisme, c'est-à-dire un raisonnement en trois temps, comme le fait beaucoup Aristote, c'est-à-dire en gros tous les hommes sont mortels, Platon est un homme, donc Platon est mortel. Je crois que c'est Socrate, voilà, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc ça c'est un raisonnement par syllogisme. Qui permet aussi de dire tout et n'importe quoi. Par exemple, plus il y a de fromage, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Bah oui, parce que du gruyère, il y a des trous. Donc plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Et donc plus il y a de trous, bah, moins il y a de gruyère. Donc finalement, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Donc vous voyez, le syllogisme, comme la dialectique, on verra après, ça permet aussi de... On est bien sûr dans l'idée d'avoir un art du discours. Hein. Alors voilà, il y a d'autres méthodes de raisonnement. On peut raisonner par l'absurde, on peut raisonner par syllogisme, on peut raisonner par déduction ou par induction. Et ce qui intéresse Aristote dans la dialectique, c'est pour lui une méthode qui permet de passer des causes aux conséquences et des conséquences aux causes. Et vous voyez, et dans un côté il va mettre les causes, de l'autre les conséquences, et il va passer de l'un à l'autre. Savoir que ce fameux Zénon d'Élée, qui est l'inventeur de la méthode dialectique, avait a énoncé un certain nombre de paradoxes qui sont connus, qui s'appellent les paradoxes de Zénon. Et par exemple, vous avez celui d'Achille et la tortue. Et Achille et la tortue, c'est très simple à comprendre. Alors bien sûr, Zénon savait très bien qu'Achille finirait par attraper la tortue, mais c'est pas ça. L'idée, c'est que dans son esprit, quand on a Achille veut attraper la tortue, et donc les deux se déplacent dans un mouvement vers, là vous voyez, se déplacent dans un mouvement vers la droite. Alors Achille veut attraper la tortue. Au moment où il arrive à attraper la tortue est déjà ailleurs. Donc finalement, il faut qu'il continue à la rattraper, mais elle est déjà avancée, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que finalement, si on réfléchit, Achille n'arrivera jamais à attraper la tortue. Parce qu'à chaque fois qu'il se déplace, la tortue elle se déplace aussi, donc aucun n'arrive jamais à rattraper l'autre. Et même, vous allez me dire que Achille va plus vite que la tortue, mais s'il rattrape la tortue, la tortue se déplace un tout petit peu, et il faut qu'il la rattrape à nouveau, ainsi de suite. Donc il la rattrape vraiment jamais. Bien sûr, Zénon savait qu'Achille finirait par attraper la tortue, mais l'idée n'est pas là. L'idée est que dans un raisonnement dialectique, finalement, quand vous essayez d'atteindre la vérité, par un raisonnement dialectique, vous allez vous approcher de la vérité, mais en vous approchant, elle est déjà en train de fuir de vous, et vous allez continuer à essayer d'attraper de vous rapprocher grâce à la dialectique de la vérité qui s'éloigne et ainsi de suite, et vous ne rattrapez jamais la vérité. Donc finalement, si on réfléchit à Achille et la tortue avec des éléments dialectiques, Achille ne rattrape jamais la tortue, comme finalement l'être humain par la dialectique ne rattrape jamais la vérité. Alors, on va faire un petit bond dans le temps, du 5e au 15e siècle. On va parler en gros de la transmission de l'enseignement d'Aristote et de l'influence de la théologie chrétienne. La dialectique devient ce qu'on appelle la logique formelle, et en gros, il se forme dans l'esprit chrétien. Alors j'ai fait un tout petit peu de latin, j'en ferai pas beaucoup, mais là je me permets, j'ai lu ça. Donc en fait, on enseignait la dialectique comme un art majeur pendant tout le Moyen Âge. Surtout, alors c'est essentiellement un enseignement donné aux prêtres et pour qu'ils puissent justement apporter la bonne parole de la Bible, où c'était un enseignement apporté aux nobles. À partir de Charlemagne, les nobles étaient obligés justement d'avoir une éducation, et comme on savait pas, parce qu'il n'y avait pas grand chose avant, on leur a donné l'éducation de l'Église, qui était justement de grammaire, dialectique, rhétorique, le chant, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Et là, je me permets un peu de latin. Alors ça se disait justement gram locitur, dia vera docet. Bon, j'arrête. C'est-à-dire la grammaire parle, la dialectique enseigne, la rhétorique colore les mots, la musique chante, l'arithmétique compte, la géométrie pèse, l'astronomie s'occupe des astres. On résumait ainsi leur objet par 7 substantifs formant également un vers, lingua tropus ratio numerus tonus angulus et astra. Donc tout ça, ça s'appelle alors, on divisait les 7 arts
en deux groupes, dont le premier était après le trium, c'est-à-dire le carrefour auquel aboutissaient trois voies. Donc les trois premiers, hein, comme on a pu voir, c'est grammaire, c'est ça, ouais, et grammaire, dialectique et rhétorique. Et les quatre derniers, hein, comprenaient voilà, mais justement, et le second appelé quadrium, c'est-à-dire carrefour auquel aboutissaient quatre voies. L'instruction au Moyen-Âge étant surtout destinée à former les clercs et à répandre la foi, ça je l'ai dit. On insistait longtemps sur la prononciation, on étudiait la prosodie d'après un traité de Priscien sur les 12 premiers vers du deuxième livre de l'Énéide. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire que pour enseigner justement tout ça, qu'est-ce qu'on utilisait? Quel était le matériel de base? C'était pas forcément la Bible à l'époque, puisqu'on l'avait pas forcément. Priscien, c'est un grammairien latin du 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc qu'est-ce qu'on faisait pour enseigner justement ces arts-là? Eh bien, alors le livre de l'Énéide, c'est en fait le livre qui raconte comment ceux qui se sont échappés de Troie, enfin, il y a eu la guerre de Troie, et les rescapés de la guerre de Troie sont dans la mythologie censés avoir fondé Rome, justement. Et donc le livre de l'Énéide est le livre qui raconte comment ces survivants de la guerre de Troie vont justement fonder Rome, qui va devenir la surpuissance en Europe. Et donc, alors la prosodie, c'est-à-dire on étudie la prosodie, c'est-à-dire le ton de la voix, la modulation, la façon dont on doit parler, d'après un traité de Priscien, donc un grammairien du latin du 5e siècle, les 12 premiers vers du deuxième livre de l'Énéide, à partir d'un livre l'Énéide. Alors, la dialectique ou science du raisonnement reposait surtout sur l'étude des 10 catégories ou classifications abstraites qu'on a chez Aristote. Alors, la dialectique ou science du raisonnement, donc on n'est plus dans l'art du discours, même si on va revenir progressivement vers l'art du discours. En tout cas, moi, je le fais revenir sur l'art du discours parce que finalement, bon, je vous cache pas la fin. Science du raisonnement, donc ça devient une science, bon, et du raisonnement, de la façon de raisonner. Alors, les 10 catégories d'Aristote, je vous donne juste après, mais c'est surtout depuis les croisades et par nos rapports avec l'Espagne où les Arabes enseignaient Aristote que la vague de philosophes devait grandir en France et de là se répandre dans toute l'Europe. Donc en fait, la plupart de notre enseignement venait d'Aristote. Alors, les 10 catégories d'Aristote: la substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l'action, la passion. Pourquoi les 10 catégories d'Aristote sont importantes? C'est parce qu'en fait, on reverra ça quand on verra Kant, mais les catégories sont, si vous voulez, c'est un essai, c'est la façon, comment dirais-je? Les catégories d'Aristote, c'est la façon dont Aristote va catégoriser les limites de notre connaissance. Et Kant fera pareil en essayant de redéfinir des catégories dans lesquelles, par exemple, aucun de nos jugements ne peut sortir. Et on verra ça un peu plus tard. Donc en fait, les catégories d'Aristote, c'est vraiment notre cadre de pensée se fait en fonction de la substance, de la quantité, de la qualité, de la relation, lieu, temps, la position, la possession, l'action et la passion. Ça a été évidemment refait par la suite, mais c'est intéressant. Alors, en 1167, la physique et la métaphysique d'Aristote avaient été apportées en France de Constantinople. D'autres de ses équipes pénétrèrent par l'Espagne. L'engouement pour le philosophe va croissant. On le cite en chaire ainsi que ses commentateurs arabes Avicenne et Averroès. Savoir que tout ce qui nous vient du monde antique, notamment Aristote, Platon, enfin tous ces gens-là, nous sont parvenus grâce aux Arabes. Et justement deux très grands savants, je crois que c'était musulmans justement, Avicenne et Averroès. On prend goût aux subtilités, aux analyses quintessentielles. Les écoles sont envahies par la manie de tout définir, de multiplier les divisions, les subdivisions, et surtout d'argumenter d'une façon pédantesque, par syllogisme, sur toutes les questions, même les plus oiseuses, comme par exemple de savoir si c'est l'homme ou la corde qui tient le cochon qu'on mène au marché pour le vendre. De tout ça va naître une querelle qu'on appelle la querelle des universaux. En gros, il y a deux parties, il y a les nominalistes et les réalistes. Les nominalistes soutiennent que les idées générales, par exemple celles d'humanité, de cercle, n'ont qu'une existence nominale, c'est-à-dire verbale, et sont de simples paroles, et qu'il n'existe réellement que des individus ou des cercles particuliers, mais non un être général, l'homme ou le cercle en soi. Les réalistes, au contraire, prétendent que les universaux sont des réalités,
que les idées générales ont une existence réelle et indépendante et ne sont pas pure abstraction et qu'elles sont même les seules réalités. Donc en gros, vous avez ceux qui disent bah tout ça c'est du blabla et vous avez ceux qui disent bah non, c'est des idées vraies, elles existent. Donc on voit que la dialectique, qui était l'art de discourir, qui est devenu comment on disait ça maintenant, science du raisonnement, permet finalement de dire tout et n'importe quoi. Et quand ça devient tout et n'importe quoi, justement, ça a tendance à s'effondrer. Donc, juste une chose à noter importante, c'est que ça a fasciné quand même des générations et des générations de religieux, et que la dialectique qui a tellement fasciné a été un biais qui a permis l'incorporation petit à petit de la philosophie dans la théologie. C'est-à-dire que vous avez la Bible et vous avez les discussions autour de la Bible. Mais la Bible, à ce que je sache, ne donne pas le mode de raisonnement qui permet d'interpréter la Bible. Et en fait, vous pouvez commencer à discuter sur toutes les notions de la Bible. Et comment vous allez le faire? Il y a une méthode qui s'appellerait la dialectique, où on va opposer différentes de points de vue. Et c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais c'est à noter que ça a plu, justement la philosophie grecque a beaucoup plu, et qu'elle a commencé à imprégner le corpus théologique de l'Occident catholique, ou chrétien, plus généralement. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. On va passer, là on était au XIIe siècle. La dialectique, comment c'est devenu n'importe quoi, eh bien on a commencé à l'abandonner. On a dit que qu'on pouvait pas monter une thèse sur justement à s'approcher de la vérité en utilisant des raisonnements opposés. Et d'ailleurs, on dit que c'est une science, mais la science a commencé à l'époque, on pouvait dire que c'était une science. Je peux comprendre pour oui. Mais à partir de Descartes, on va commencer à avoir d'un problème en disant que la science, la dialectique puisse être une science, puisque va y avoir la méthode justement de Descartes, et donc on va s'éloigner de la dialectique. D'ailleurs, la dialectique va être considérée comme du baratin pendant longtemps. Alors je vais vous lire un peu de la critique de la raison pure, page 82, des éditions presse universitaire française. Hein. Donc violente critique de la dialectique chez Kant, effectivement en 1781, je crois, la critique de la dialectique, la critique de la raison pure de Kant. Alors il parle de la dialectique, hein. Quelque diverse que soit la signification que les anciens donnaient à ce terme, donc ce terme c'est la dialectique, dont ils se servaient pour désigner soit une science, soit un art, on peut cependant conclure avec sûreté de l'usage qu'ils en faisaient de la dialectique. On peut cependant conclure avec sûreté de l'usage qu'ils en faisaient que la dialectique n'était pas autre chose pour eux que la logique de l'apparence, art sophistique, de donner à son ignorance et même aussi à ses illusions préméditées l'apparence de la vérité en imitant la méthode de profondeur que prescrit la logique en général et en se servant de la topique de cette science pour colorer les plus vaines allégations. Donc en gros, on utilise la dialectique pour faire semblant qu'on est intelligent et qu'on est capable de se rapprocher de la vérité, mais en fait tout ça c'est du baratin. Comme vient de magnifiquement de nous le dire Emmanuel Kant. Alors 1781, 1807 sort un livre qui s'appelle La phénoménologie de Hegel. Alors la dialectique, on ne parle plus de discours ou d'opposition de thèse, mais on passe dans le champ de la phénoménologie. C'est-à-dire qu'on va complètement oublier l'art du discours, oublier la science du raisonnement, je sais pas quoi, la science du raisonnement. On est là, la dialectique devient quelque chose qu'on va traiter à l'ordre du phénomène. Alors le phénomène, c'est ce qui apparaît, la forme telle qu'elle nous apparaît, mais elle peut nous apparaître d'une façon, elle pourrait nous apparaître d'une autre façon. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est bon, il faudra expliquer tout Aristote, mais en gros, essence, mode et attribut. Vous avez par exemple, comment on peut dire ça? Très simplement, vous avez de l'eau par exemple. L'eau, c'est une essence. Et les différents modes d'apparition de l'eau, ça peut être l'eau liquide, ça peut être l'eau sous forme de glace, ou ça peut être l'eau chauffée à plus de 100 degrés sous forme de vapeur.
Et tout ça, c'est de l'eau. Ça a la même essence, ça a de l'eau. Et que ça soit de la glace, de la vapeur ou du liquide, ça s'appelle des différents modes, les modes de l'être, les modes de l'essence. Et donc en fait, quand on parle de phénoménologie, on est vraiment dans l'esprit et on fait percuter non pas des thèses, un discours ou une science du raisonnement, on n'est plus là. La dialectique va devenir un mode pour faire percuter des phénomènes. Le phénomène n'est pas, ce qu'on cherche dans le phénomène n'est pas l'essence, c'est le mode qu'on cherche. On cherche à voir les différents modes. Vous allez très vite comprendre pourquoi on parle de mode et pas d'essence. Mais disons que le phénomène est ce qui nous apparaît, sachant qu'il pourrait nous apparaître d'une autre façon. C'est un objet de pensée. Voilà, c'est très dire plus simplement. Vous avez l'objet qui est le stylo, ou voilà, l'objet qui est là, j'ai un stylo dans ma main, c'est un objet. Et si je peux utiliser cet objet, je peux penser cet objet-là. Mais si je veux penser les stylos en général, je dois penser en dehors de l'expérience que je peux avoir du stylo. Donc, si je veux penser par exemple les hommes, il faut pas que je pense à un homme particulier, il faut pas que je pense à un homme blanc, occidental, je sais pas quoi, ou que je pense à moi, ou que je pense à mon voisin, il faut que je pense à l'homme en général, indépendamment de la manière dont il nous apparaît. Et justement, quand on est dans l'idée de tout ce qu'on a appelé le transcendantal ou vraiment les idées pures, ce que j'ai pu appeler moi-même les idées pures, on ne, comme j'ai parlé du soldat, on ne parle pas d'un soldat XY, on parle du soldat en général, de l'idée pure du soldat. Et là, on va justement se faire fracasser des idées pures. Donc on revient dans l'idée du dialogue de deux thèses opposées, mais thèses qui ne sont pas quelque chose de physique, mais quelque chose de purement abstrait. Et d'ailleurs, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, si un jour vous lisez ce bouquin, vous allez voir qu'on est vraiment dans l'abstrait. Donc, l'objet de pensée, donc le phénomène n'est pas un objet, comme mon stylo, c'est l'objet de pensée qu'est le stylo. Donc l'homme n'est pas un homme, mais c'est l'objet de pensée qu'est l'homme. J'espère que j'ai été assez clair, c'est pas facile. Hein. La dialectique devient un mode de raisonnement qui peut et qui doit synthétiser, car chez Hegel le vrai c'est le tout, et donc la dialectique permet d'opposer des thèses qui font partie d'un ensemble. En fait, ça vous paraît compliqué, mais c'est très simple. Si, comme chez Hegel, le vrai c'est le tout. Le vrai, c'est le tout. Imaginez un cercle, comme chez Parménide, on a cette image magnifique du cercle, donc on va la garder. On a l'image d'un cercle, et ce cercle représente tout. Toute la matière, toute la pensée, il y a tout dans à l'intérieur des limites de ce cercle, il y a tout ce qui existe. Que ce soit des idées, des hommes, etc. Et finalement, la dialectique, à quoi ça va permettre? Ça va nous permettre de voir que dans ce cercle, on peut opposer des idées. Mais on va pas opposer l'essence. L'essence, c'est le cercle. Et tout est contenu dedans. Et quand on regarde ce qui est contenu à l'intérieur, on a des choses qui ne sont pas d'accord à l'intérieur de ce cercle. Et ces choses, ce sont des modes. Par exemple, un connard de droite et un connard de gauche, c'est deux connards. Ils vont s'opposer sur des idées à la con, mais au final, ils vont s'opposer dans des idées que si on réfléchit bien, elles font partie d'un tout, elles sont dans un cercle, elles sont dans un tout. Et donc, si vous voulez, la méthode de raisonnement devient dialectique, c'est qu'on ne s'oppose pas, on n'oppose pas deux essences entre elles, puisque le vrai c'est le tout, on oppose des petits détails dans cet ensemble. Et donc, est-ce qu'on est libre? On s'en fout de savoir si on est libre, on n'en sait rien, est-ce que l'homme est libre? Alors on va dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi? Parce que la vérité, ou parce que la question qu'on se pose fait partie d'un tout déjà. Donc c'est un petit détail dans ce tout. Et ce qu'on va chercher à faire avec la dialectique, c'est justement atteindre ce tout, ce cercle, cette perfection de l'esprit où le vrai est le tout. Si je reprendrai ça en détail quand je ferai toutes les vidéos sur la métaphysique, bien sûr. Donc voilà pourquoi au bac on vous demande une thèse, une antithèse et une synthèse. Parce que finalement, thèse et antithèse, est-ce qu'il faut être pour ou contre les centrales nucléaires par exemple? Mais on s'en fout complètement. Les centrales nucléaires ne sont qu'un mode d'apparition de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui serait les besoins en électricité de l'humanité, et que cette chose leur arrive dans un ensemble encore plus large, qui serait tout ce qui est de l'ordre des désirs, des pulsions, des passions, de la volonté de l'être humain, de besoin d'augmentation de la technique, de ce que Aristote appelait le besoin de savoir, et tout ça dans un ensemble encore plus large, qui serait de l'ordre de la curiosité humaine, qui elle-même est dans un ensemble beaucoup plus large, etc. Et la dialectique n'est que là pour, si vous voulez,
nous faire dépasser des contradictions qui sont débiles, qui ne servent à rien, puisque le vrai c'est le tout. Et la seule façon d'avoir raison, c'est de prendre tout en compte. Et donc on ne peut pas prendre des modes d'apparition XY, ce stylo, ou dire que ce stylo-là est mieux que ce stylo, c'est complètement débile. Ils font partie d'un monde qui s'appelle les stylos, qui lui-même fait partie d'un monde de ce qui nous permet d'écrire, qui ce qui nous permet d'écrire fait partie du monde, je sais pas moi, de la littérature, qui elle-même fait partie du monde des arts, qui lui-même fait, etc., etc. Donc vous voyez, le vrai c'est le tout chez Hegel. Donc en fait, thèse, antithèse, synthèse, ça s'impose puisque on est dans le vrai c'est le tout. Je me répète un peu, mais j'aimerais que tout le monde comprenne bien ça. C'est pour ça que la dialectique va vraiment devenir la façon de faire s'opposer des phénomènes. Parce qu'on cherche la synthèse, on cherche, parce que comme j'ai dit, comme j'ai pu le dire, le bleu ou le rouge. C'est pas le bleu ou le rouge, c'est le bleu, le bleu et le rouge, et on trouve le violet. Et l'idée, c'est d'avoir une démarche, un processus. Et donc en fait, euh, on arrive à la dialectique comme une façon d'aller au-delà des oppositions. Je vois un mode d'apparition, j'en vois un autre. L'être humain a tendance à dire qu'un mode est meilleur qu'un autre. Exemple tout con, l'être humain a tendance à dire que le Coran, c'est mieux que la Bible, ou que le Talmud, c'est mieux que la Bible, ou que la Bible, c'est mieux que tout le reste. Mais tout ça, ce ne sont que des modes d'apparition de ce qu'on appelle la religion, etc., etc. Et donc, ça ne sert à rien d'opposer une pensée à une autre, c'est complètement débile, ça fait partie d'un tout qui est plus vaste. Et donc, quand on vous demande de faire une synthèse, et surtout au bac, on vous demande de dépasser la contradiction apparente. On est dans des phénomènes, donc c'est apparent, c'est ce qui nous apparaît, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, le vrai, c'est le tout. Et donc, on va essayer de dépasser ça, thèse, antithèse, synthèse. Voilà, vous avez tout compris. Alors, synthèse, ça vient de synthesis, qui veut dire recomposition des éléments d'un tout, en particulier de la thèse et de l'antithèse. Recomposition des éléments d'un tout. Vous commencez à comprendre. Synthèse, synthesis, en grec, ça veut dire poser à côté. Donc j'ai une thèse, je la pose, voilà. Une antithèse, je la pose à côté, et je regarde qu'est-ce que j'ai. Et finalement, qu'est-ce que je dois voir? Il n'y a pas d'opposition en réalité. C'est ça. En tout cas, pas dans les phénomènes qui sont des objets de pensée. Il peut y avoir des oppositions dans les hommes, etc., mais pas dans les objets de pensée. Donc, synthèse. Alors, chez Hegel, justement, quand on parle de ça, il va développer quelque chose qui s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Alors je me rends compte que je suis un peu short là pour vous finir tout le truc. J'ai encore une page et demie, puis après je vais passer à la dialectique dans la pratique. Donc en gros, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et je vais recommencer à la vidéo 18 pour faire la fin de l'histoire en gros ou d'une approche historique de la dialectique. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Sachez que quand qu'on se met à expliquer Hegel à des gens qui n'ont jamais fait de philosophie, c'est pas facile. Il faut avoir fait toute l'histoire de la philosophie pour arriver sur Hegel et dire je comprends pourquoi il existe, pour qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tout ça je le ferai quand je ferai mes vidéos sur la métaphysique. Mais bon, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous m'avez pas compris, laissez des commentaires, des messages, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous retrouve tout de suite pour la suite et la fin de la dialectique dans une approche historique. Merci.